Le travail hybride et la métamorphose des moyens de communication en entreprise, entre parenthèses, la collaboration, la mobilité, digital workplace. Avant de commencer, lorsqu'on a préparé cette table ronde, donc avec les 5 intervenants, et lorsqu'on a préparé aussi avec Philippe et avec Laurent, Laurent m'a dit, surtout, n'oublie pas de parler des clients finaux, c'est très important, le client, le client, le client, on travaille tous pour des clients, il ne faut pas l'oublier, il faudra bien tous qu'on ait ça à l'esprit au fur et à mesure de ces tables rondes. Donc je commence par dire ça, comme ça je suis sûr de ne pas l'oublier. Et il m'a dit également que c'était très important de bien insister sur la notion de mobile first. Donc voilà, je partage cette réflexion de Laurent, important de toujours penser aux clients et de cette notion de travail en mobilité. Pour commencer, ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour de table pour que chacun, vous puissiez vous présenter. Fabrice, est-ce que je peux te demander de commencer? Il va falloir qu'on collabore parce que nous avons 4 micros et nous sommes 5, donc il va falloir collaborer sur cet aspect. Fabrice, est-ce que je peux te demander de te présenter? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Fabrice Berthelot, je suis directeur de Poly France, Poly qui est devenu Poly HP, puisqu'on a été racheté cette année par HP. Et puis, pour ceux qui n'avaient pas encore suivi les derniers événements, en 2018, Plantronics avait racheté Polycom et on était devenu Poly et on devient Poly HP. La bonne nouvelle, c'est qu'on garde notre nom, on ne change pas, on ne va pas devenir HP, on garde Poly HP. Et donc, on est très heureux de participer aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot, nous faire un refresh un petit peu sur ce que tu proposes? Oui, bien sûr, on est leader des solutions de collaboration audio et vidéo. Ça va des équipements personnels, donc les casques, les pieuvres, et puis lorsqu'on arrive au bureau, les téléphones, les pieuvres de conférence, et bien entendu l'ensemble des solutions de visioconférence, petites, moyennes et grandes salles. Merci. Frédéric, est-ce que je peux te demander de continuer? Donc, merci, bonjour à toutes et à tous. Donc, Frédéric Archimbaud, je suis le directeur commercial de Mytel France. Donc, Mytel est un éditeur de communication unifiée, un des leaders dans ce métier-là, avec une approche extrêmement partenaire. Notre métier, notre mission, c'est d'aller revendre des briques applicatives de communication unifiée pour les partenaires, pour qu'ils puissent monter des solutions maintenant à base UCaaS, cloud privé, entre guillemets, prêtes à manger, prêtes à être achetées par les clients finaux. Merci. Bertrand, est-ce que je peux te demander de continuer? Bonjour à tous, Bertrand Pourcelot, je suis le directeur général de Enrich for Service Providers, anciennement Sentil. Donc Sentil a rejoint le groupe Enrich il y a un peu plus de 4 ans. Le groupe Enrich est un éditeur et un fournisseur de services de communication unifiée. C'est un acteur européen, peut-être 2 chiffres. Donc en France, ça représente 85 personnes pour un chiffre d'affaires d'environ 15 millions d'euros. Et globalement en Europe, de 1200 personnes pour un chiffre d'affaires de 250 millions d'euros. Voilà. Les choses sont dites. Frédéric, alors on a 2 Frédéric, donc j'essaierai de vous regarder quand je vais vous poser une question, mais Frédéric, c'est à toi. Alors moi, c'est Frédéric B pour Battu. Voilà, donc ravi. Donc je travaille chez Zoom. Je suis responsable de la distribution chez Zoom France. Moi, mon rôle avec mon équipe, donc, c'est de monter un réseau de distribution pour Zoom. Alors pourquoi? Zoom, vous connaissez sûrement. Zoom est devenu célèbre, mais n'est pas forcément connu, comme on a l'habitude de dire, puisqu'en fait, on a développé une plateforme de communication d'entreprise. Ça, c'est très important, qui va justement être au cœur, je pense, du sujet, puisqu'on parle de mobilité. Donc, collaboration sur le PC, le mobile, l'équipement des salles, la téléphonie. Je pense que ça va intéresser beaucoup de gens dans cette salle. Et puis bientôt le contact center. Donc vraiment une plateforme au cœur des sujets de collaboration d'aujourd'hui. Et un mode de distribution qui change. J'entends les Et, choses. et effectivement, donc un grand virage dans le modèle de distribution, puisque quand on est né de Zoom Meeting, les clients en fait, nous achetaient une licence et honnêtement, il y avait pas de valeur dans la chaîne. Et en fait, plus on est allé vers les salles et plus on va dans la téléphonie, plus les clients nous demandent d'avoir un intégrateur dans la chaîne. Et je pense que j'ai entendu tout à l'heure, on parlera beaucoup de la valeur et du service à vendre autour de notre plateforme. Merci. Damien, est-ce que je peux te demander de te présenter, de nous présenter un petit peu Encom? Bonjour à tous. Donc Damien Geffray, je suis vice-président de la société Encom Conseil. Donc nous, on est opérateur de services numériques pour utiliser les bons termes du CDRT. Donc on est à la fois opérateur et intégrateur. On fait partie des premiers intégrateurs de la plateforme 3CX en France.
Et donc, on fournit à la fois des services de sécurité, de lien Internet, de Wi-Fi et tout ce qui est justement équipement de salles de vidéoconférence pour nos clients, avec une grosse partie intégration sur mesure, comme tu l'évoquais. Merci. Fabrice, est-ce que je peux te poser la première question? On va parler de travail hybride, on va parler de télétravail. Est-ce que je peux te demander de redéfinir un petit peu pour toi ce qu'est le travail hybride, ce qu'est le télétravail, sachant qu'il y a quelque chose d'important dans ce que tu m'as dit, c'est l'humain revient au centre des préoccupations des entreprises. Oui, alors il y a plusieurs questions dans ta question. En fait. Toujours comme ça, Ouais. rassure-toi. Donc le télétravail, c'est une des composantes du travail hybride. On l'a vu, un des chiffres validés qui a été proposé tout à l'heure, c'est 97% des entreprises maintenant proposent 2 jours de télétravail. Donc ça reflète exactement ce monde hybride dans lequel on travaille, dans lequel on évolue, où vous avez de façon systématique une partie des salariés qui sont sur site et une autre partie qui sont à distance, qui sont soit en télétravail, soit depuis des tiers-lieux, soit en déplacement. Et donc ça a bien entendu été extrêmement accéléré par les 2 années de Covid. Mais aujourd'hui, on est dans une deuxième phase où effectivement ce mode de travail est en train de s'installer. Toutes les entreprises sont en train de chercher l'équilibre entre le nombre de jours, le nombre de salariés sur place ou à distance, et puis de définir, tout en essayant de garder cette liaison, ce lien entre les salariés et cette culture qui fait l'entreprise. Donc c'est très intéressant parce que effectivement, pendant 2 ans, on s'est beaucoup intéressé à déployer des PC. HP a vendu des millions de PC, ce qui leur a permis de nous racheter après. C'était bien, ils avaient de l'argent. Et puis aussi, on a vendu des millions de casques, des millions de systèmes de visio personnels. Et aujourd'hui, on se dit comment on stabilise tout ça et comment effectivement on remet l'humain au milieu de l'équation, en se disant quel est le bon mode de travail, quel est le bon équipement et comment on fait que les équipes collaborent de façon efficace et aussi confortable, puisque le télétravail, peut-être qu'on en parlera, a aussi des travers, a aussi, on l'a vu, des extrêmes qui vont parfois à l'encontre de la productivité et de la satisfaction des collaborateurs. Et on est dans un monde du travail qui change avec la grande démission, quelque chose duquel on parle beaucoup. C'est un effet également du confinement ou de la Covid. Oui, c'est ça. En plus, effectivement, c'est la convergence de ces 2 phénomènes. On veut plus de flexibilité, on veut plus de travail à distance, et les entreprises se retrouvent dans une équation où effectivement, attirer les talents, les garder, les motiver, les manager dans un environnement qui est aussi de plus en plus hybride, apporte une certaine complexité. Donc le fait de proposer une expérience utilisateur et un équipement global des stations de travail, des moyens de communication qui soient efficaces, confortables et qui donnent envie de travailler, fait partie effectivement de cette approche globale sur la satisfaction du salarié et de son bien-être dans l'entreprise. L'importance du bien-être au travail, qui est aussi un peu le bien-être du travail à la maison, dans certains cas. Oui, là, il y a encore énormément de choses à faire. C'est vrai que le télétravail, on a dans l'urgence beaucoup investi, donné des éléments pour travailler à la maison. Mais aujourd'hui, on a des réunions, des discussions avec des responsables IT qui nous disent la workplace, ça inclut aussi le travail à la maison. Et il faut aussi que dans nos réflexions, on inclut le fait de bien équiper nos collaborateurs lorsqu'ils sont chez eux, de s'assurer qu'ils aient effectivement je dirais, tout ce qu'ils contrôlaient dans l'entreprise, qu'ils contrôlent un petit peu moins à distance pour s'assurer qu'ils soient bien entendus, bien vus, qu'il n'y ait pas de fatigue et qu'ils représentent bien aussi leur entreprise à l'extérieur quand ils sont chez eux. Bertrand, le travail hybride, un mélange pro-perso, pas toujours difficile à organiser ou à mettre en place, c'est quelque chose qui te tient à cœur. Oui, effectivement, en fait, depuis très longtemps, on parle de mobilité. Et on a vu pendant le Covid que le mobile a été aussi souvent l'outil de première réaction pour les usagers afin d'être disponible, etc. Et ceux qui disposaient de solutions mobile first. Alors, qu'est-ce que ça veut dire mobile first? Pour moi, ça veut dire une ergonomie facile sur le mobile, pensée pour le mobile, via des applications faciles d'usage, ou en intégrant les numéros de mobile dans la téléphonie de l'entreprise pour la joignabilité. C'est tous ces concepts que je mets derrière le mobile first. Et effectivement, c'était un premier outil très pertinent pour permettre
aux travailleurs à domicile d'être efficaces. Je pense que maintenant, dans une deuxième phase, c'est une approche beaucoup plus mature où le mobile est un élément, mais aussi l'aménagement du poste à domicile et les salles qui permettent du travail hybride, puisque c'est devenu quand même très commun. Auparavant, on avait assez peu de réunions hybrides. C'était un collaborateur à distance ou qui est basé dans une autre ville, qui rejoint un meeting sur site. C'était ça le cas principal d'hybride. Maintenant, c'est la généralité. Donc ça impose aux entreprises de revoir leur organisation, etc. Vous mentionnez la grande démission. En fait, je pense qu'il faut aussi... ça a été peut-être un buzz 2022. Et là, aujourd'hui, j'ai vu aussi quelques annonces de grands licenciements. Donc on verra comment vont dans la Silicon Valley en particulier. Donc je pense que tout ça va s'équilibrer entre employeurs-employés. Effectivement, c'est une collaboration de tous les instants. Et c'est cet équilibre qui est important, je pense. Je pense aussi à tous les managers que nous sommes dans la salle, de prendre soin des collaborateurs, pas seulement en réaction aux grandes démissions ou aux grands mouvements, mais dans la continuité. En espérant que les licenciements ne vont pas être indexés sur les crypto-monnaies. Ça, c'est ce qu'on a vu. Ça, on l'espère tous. Il ne faut pas oublier quelque chose de précis. C'est quand on parle de télétravail, mais j'ai vu des études, notamment certaines faites par la CPME, disant qu'il y avait à peine 50% des jobs en France qui étaient télétravaillables. Il faut quand même pas l'oublier, il faut toujours mettre ça en perspective, à mon avis, c'est important, parce que là, on a l'impression, quand on parle de télétravail ou de travail hybride, que ça concerne tout le monde, mais entre guillemets, malheureusement pour cet écosystème, ça concerne que 48-49% en fonction des études des jobs. Donc il faut garder ça en tête. Frédéric, j'aimerais bien que tu nous dises un petit mot, effectivement, sur le travail hybride, mais versus digital workplace. Comment est-ce qu'on peut un peu définir, situer un petit peu tout ça dans l'ambiance? Oui, alors, donc pour reprendre un petit peu les termes de mes prédécesseurs, on est passé, je pense, d'un télétravailleur occasionnel, on l'a tous fait, notre PC sur les genoux, dans le hall de gare, à un télétravailleur qui est devenu professionnel. Donc effectivement, quand on est professionnel, on a des demandes qui sont un peu plus évoluées, et quand on travaille à la maison longtemps, on ne travaille plus de la table du salon, il faut être bien installé et avoir les bons outils. Ça, c'est une chose. Toutes les statistiques que l'on voit sont intéressantes. Par contre, le diable est dans le détail, et c'est la richesse des personnes qui sont dans la salle, c'est de bien connaître leurs clients, c'est d'avoir la bonne approche verticale. Effectivement, en fonction des métiers, en fonction des industries, si on est un hôpital, si on est dans une entreprise purement administrative, les besoins vont être totalement différents. Et à l'intérieur d'une entreprise, les besoins vont être hyper fragmentés et hyper différents. Alors ça met sous pression les DSI, parce que forcément, les métiers les questionnent, leur demandent des fonctionnalités, et c'est important de mettre les métiers autour de la table et de bien comprendre les besoins des clients. Le one fit all ne fonctionne pas, hein, ça c'est très clair. On peut tirer une généralité sur quelques entreprises. La vérité, qu'on gratte un peu, c'est que chaque métier a ses demandes, et que l'accompagnement au changement, c'est aussi avoir bien mis en œuvre les bons éléments pour aller répondre aux bons métiers dans l'entreprise. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut faire dans nos entreprises, hein, c'est se spécialiser, avoir des équipes qui ont une approche verticale, définir le portfolio de cette verticalité, maîtriser bien cet écosystème. Et puis, quand on va parler à un hôpital, on va parler à un gestionnaire de centre de coûts, et puis on va parler aussi à un médecin. Et voilà. Et à chaque fois qu'on va aller voir une personne qui va être dans le circuit de décision, il faut qu'on ait les mêmes termes, il faut qu'on connaisse exactement ses leviers. Et c'est là où on est pertinent, tous ensemble, parce qu'on amène quelque chose avec une valeur ajoutée. Encore une fois, je pense que si c'est pour aller vendre de la téléphonie, de la communication unifiée qui est, entre guillemets, basique, on peut le faire. On peut, je pense, gagner de l'argent en faisant ça. Par contre, on va être obligé d'aller industrialiser ça d'une manière extrême. Donc, c'est une approche qui est entière. Peu d'entreprises savent faire aussi bien cette approche hyper industrielle, et puis l'approche beaucoup plus verticale, beaucoup plus vertueuse, ça serait au détriment de la première, ce n'est pas ce que je voudrais dire, mais avec des briques de valeur ajoutée qui sont beaucoup plus importantes. On a vu dans les chaînes de valeur là, le nombre de choses qu'il faut qu'un intégrateur
puisse maîtriser pour amener cette chaîne de valeur chez un client. Je le dis souvent, je pense qu'en 2022, le mot intégrateur n'a jamais eu autant de sens. On en a parlé longtemps. Aujourd'hui, ça a vraiment tout son sens. Et les personnes dans la salle qui savent maîtriser toutes ces briques-là, qui ont marketé une offre et qui l'amènent, et j'aime bien prendre le terme prêt à manger, parce qu'il faut que ça soit facile à comprendre pour un client et à acheter. La clé du succès, elle est là. L'offre prêt-à-porter, un petit peu comme tu la proposes, elle est un peu antinomique avec la réflexion et l'adaptation au client. C'est-à-dire que si on veut s'adapter au client, justement, on va adapter l'offre. Alors, ce n'est pas parce qu'il y a de la complexité technologique que ça doit être difficile à acheter. D'accord, j'entends. Et du coup, c'est là où la notion de cloud est intéressante. La première question qu'on doit se poser lorsqu'on va voir un client qui a levé la main pour dire voilà, je voudrais aller dans le cloud. Ok, pourquoi vous voulez aller dans le cloud? Est-ce que c'est pour un problème économique, je veux acheter ça simplement et je veux pouvoir augmenter, baisser mes licences? Est-ce que c'est pour un problème d'infrastructure? C'est une techno, parce que je suis technophile, je suis DSI et je souhaite aller sur Azure parce que j'ai déjà mis des choses là-bas dedans et voilà, c'est une continuité. Est-ce que c'est un problème RH? J'avais une équipe dans mon DSI de 40 personnes, j'en ai plus que 2. Il faut que je fasse avec, donc il faut que j'externalise ce que je faisais avant. Il y a plein de ressorts qui sont différents, mais finalement, toute cette techno que l'on met en marche derrière doit être facilement compréhensible et achetable. De toute façon, il faut être au contact du client. Frédéric, de ton côté, Zoom, c'est né de l'hybridation. Ça vient de là à l'origine. Ah bah nous, oui, nous, c'était le jour 1, le jour 1 de Zoom avec cette célèbre application Zoom Meeting, en fait, où on a démarré donc, en équipant des dizaines de millions, probablement, peut-être même plus de PC avec une application vidéo et une fonction de chat. Et avec surtout un sujet que cette industrie traînait depuis un bon moment, et je crois qu'on a aidé humblement d'une certaine façon, et ça a été dit un peu, à vulgariser grâce à la simplicité de l'interface utilisateur. Voilà. Et nous, je vois quelques sourires, et c'est vrai que c'était un challenge d'années qu'on traînait tous. On a tous nos backgrounds et on a tous vendu des choses qui étaient super simples à utiliser, et puis au final, elles n'étaient pas simples à utiliser. Et je pense que, et à commencer par encore aujourd'hui, une des choses qu'on pousse très très fort chez Zoom, alors qu'aujourd'hui on parle du PC, on parle des salles, on parle de la téléphonie, etc. Quelles que soient les technologies hardware implémentées dessus, l'utilisateur retrouve toujours la même interface. Et ça, pour nous, c'est un des plus gros arguments qu'on utilise. Donc, ça croise un peu beaucoup de sujets de notre discussion, parce que puisque c'est mobile first, j'utilise mon mobile, j'ai une interface. Quand je retourne à mon bureau, je retrouve mon PC, je retrouve juste exactement la même interface. Quand je vais dans une salle de réunion pour faire une vidéo, je retrouve la même interface, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment pour nous un gros argument. Après, pour rebondir sur un sujet sur lequel j'adhère à 200%, c'est effectivement le besoin impérieux des clients de la valeur de nos partenaires. Voilà. Nous, on est vraiment une pure société éditeur en mode SaaS. Nous, notre métier, c'est de vendre des licences en mode SaaS. Mais j'ai envie de dire, tout le reste est à faire. Et là encore, plus on avance, plus les clients ont une demande de service. Voilà, parce que le vrai sujet, ce n'est pas tant d'acheter des licences, quel qu'en soit le modèle, c'est de les implémenter correctement dans des environnements qui sont souvent très complexes, et puis d'en assurer le bon usage. Voilà. Et là, nous, on ne peut pas être partout, on ne peut pas tout faire, ce n'est pas notre volonté. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est en train de monter ce réseau de distribution, parce qu'on a besoin de vous pour pousser cette proposition de valeur chez les clients. Juste une petite remarque, en fait, nous on intègre la brique Zoom dans nos solutions. Merci. Donc j'en parle à l'aise, mais pour moi les applications sont très différentes. Elles sont cohérentes entre elles, mais elles sont très différentes entre le desktop et le mobile. Et c'est ce qui fait que pour moi l'offre Zoom sur mobile est vraiment une des plus performantes, et même pas par rapport à Teams, hein, pour ceux qui utilisent les deux. Elle a vraiment un bel usage, mais c'est pas la même application, mais c'est une grande cohérence qui permet de s'y retrouver, mais en s'adaptant au form factor d'un mobile. Et je pense que c'est un bel exemple d'usage.
Le temps qu'on est sur Zoom, j'aimerais bien que tu fasses un petit panorama, parce que j'ai vu, quand on en a parlé, des offres un peu dans toutes les directions. Est-ce que tu peux clarifier un petit peu, parce qu'on connaît Zoom pour une application principalement, mais est-ce que tu peux nous faire un petit refresh sur les autres applications que vous proposez aujourd'hui? Oui, alors je vais faire très simple, et je comprends tout à fait, parce qu'effectivement, là encore, Zoom est devenu célèbre en quelques jours avec Zoom Meeting, donc qui est l'application utilisée d'abord sur le mobile, et puis ensuite beaucoup, bien sûr, sur les PC. Et ça, c'est ce qui nous a rendu célèbres. De là, on s'est dit, il faut qu'on s'occupe des salles. Donc, on a dans notre suite de licences, pour prendre un vocabulaire software, on a développé donc une licence qui s'appelle la Zoom Room et qui a vocation à faire tourner des fabuleuses solutions de vidéoconférence, voilà, donc pour faire de la visioconférence dans des salles. Donc ça, c'est la deuxième brique que l'on propose, grosse brique. Et puis de façon naturelle, pour un sujet qui a été évoqué aussi, et nous on a une vision, vous parliez des clients, des choix à faire, etc. Nous aujourd'hui on a beaucoup de clients utilisateurs Zoom qui sont ravis de Zoom Meeting, qui veulent l'implémenter dans les salles, et puis le sujet de la téléphonie arrive. Et aujourd'hui, je veux pas, voilà, on a parlé de la base installée Alcatel, que je respecte énormément, etc., etc. Mais aujourd'hui, les clients souhaitent beaucoup rationaliser leurs infrastructures. Et donc, on a décidé de développer une brique qui s'appelle Zoom Phone, voilà, donc qui est une brique téléphonie sur notre plateforme. Et on séduit aujourd'hui beaucoup de clients parce que, dans la logique, ils utilisent la vidéo Zoom sur leur PC ou leur téléphone, dans les salles. Et puis, quand le sujet téléphonie sort, ils se disent, tiens, si je la mets sur la plateforme Zoom, ça m'aide à rationaliser le sujet. Et puis, l'étape qui est en train d'arriver, qui a été lancée aux États-Unis, mais pas encore en France, c'est le Contact Center, qui est une autre étape, donc un nouveau chapitre qui va s'ouvrir pour nous. Mais c'est vrai qu'en filigrane de ça, on se veut être un pure player, comme on dit en bon français, des communications unifiées, et avec au milieu de tout ça, tous les concepts d'hybridation, de télétravail, de mobilité, etc. De Digital Workplace, presque Exactement. un concurrent de Microsoft et de Google. Enfin, pas presque. Complètement. D'accord. Oui, parce que, pardon, on a fait aussi des annonces très récentes qui, pareil, illustrent le chemin. Donc, on vient d'annoncer, lors de notre grand événement mondial qui s'appelle Zoomtopia, il y a 3 semaines, un mois, donc le fait qu'on lancé notre propre mail et notre propre service de calendrier aussi. Donc, c'est aussi des signaux très, très forts, je crois, envoyés au marché et surtout aux clients. Merci. Damien, de ton côté, tu es intégrateur ou opérateur de service, ou les deux? C'est toi le représentant de cette profession, en tous les cas. Alors oui, nous on est les deux, on est effectivement opérateur et opérateur de services numériques, donc intégrateur de solutions et opérateur télécom. Donc on a effectivement tout le spectre à brosser. Alors, pour revenir un peu sur pas mal de choses que vous disiez qui étaient intéressantes, nous ce qu'on a pu voir sur le terrain surtout, c'est une très grande disparité dans les entreprises et dans même les secteurs géographiques. C'est-à-dire que le télétravail présuppose que la couverture numérique est bonne. Donc déjà là, on avait une grande disparité. Il a fallu mettre en œuvre des solutions, que ce soit de la 4G, des routeurs 4G, du SD-WAN, etc., ou des liens VPN, et les VPN SSL aussi pour les nomades. Il y avait à la fois cette grande disparité sur la couverture et une disparité dans le métier, on le disait tout à l'heure. Au sein d'un même métier, il peut y avoir des besoins différents. Si on prend le cas d'une grande concession automobile, l'atelier, on ne peut pas le mettre en télétravail, alors que l'administratif, on peut. L'accueil, on peut, mais pas tout à fait, parce qu'il y a quand même besoin d'accueil physique. Donc, c'est toutes ces complexités où nous, on a justement ce rôle d'analyser tout ça pour proposer la bonne solution avec les bons équipements, au bon prix, au bon moment, avec une conduite de chantier bornée. Parce qu'il y a beaucoup de DSI qui se posent la question de « Ok, je vais tirer sur la manette, je vais le mettre. Comment ça va se passer? Ça va être quoi les phases? Est-ce que ça ne va pas impacter la production? Comment mes clients vont ressentir cette mutation? Est-ce qu'il va avoir un vrai impact? Et c'est là où on a un vrai rôle à jouer tous. Dans la deuxième table ronde, il va être évoqué la partie intégration aux outils métiers. Vous l'avez évoqué un petit peu tous. C'est vraiment aussi un facteur important. C'est-à-dire qu'on parlait du confort à donner aux utilisateurs. L'intermédiation est un point central. C'est-à-dire que si on a plein d'outils différents qui ne parlent pas entre eux, et qu'on est en situation où on n'est plus dans le cadre du travail pour avoir ses repères, ça devient très très compliqué.
Donc tout ça, c'est des points qu'il nous a fallu prendre en charge et qui ont fait muter nos métiers là, en 2 ans. Et ça se ressent aussi sur les fournitures de matériel. C'est-à-dire que typiquement, si on revient 4 ans en arrière, on était plutôt sur un mix 60% téléphone, 40% casque. Puis là, on est plutôt sur un mix 80% casque, 20% téléphone. Et puis l'année prochaine, ça va encore mixer avec une partie de smartphone qui est en train d'exploser dessus. Et pour revenir sur le mobile first qui tient à cœur Laurent, c'est que faut bien différencier, et je pense que tu avais parfaitement raison, c'est qu'il y a la notion de convergence numéro de mobile, numéro de fixe, qui aujourd'hui a un peu de mal à prendre en France pour plein de raisons différentes. On a quand même plusieurs dizaines de milliers de SIM convergentes, donc Voilà. je trouve que c'est une belle évolution. Il y a une belle évolution, c'est pas mais l'Europe du Nord. Voilà, on aimerait bien que ça aille un peu plus vite, parce que aussi dans cette thématique-là, il y a la question du BYOD, qui pose un vrai gros problème de questions de sécurité et de dotation d'équipement auprès des entreprises. Donc il y a un vrai sujet charnière. Et puis la partie applicative, où là, que ce soit du 3.6, du Enrich, du Zoom, du ce qu'on veut, on retrouve à peu près les mêmes fonctionnalités. Donc c'est vraiment l'enjeu, c'est d'arriver à trouver l'équilibre de tout ça. Et nous, on se doit d'être experts sur tous ces thèmes. Donc c'est là où nous, notre métier a vraiment complètement muté, quoi. Est-ce que tu as l'impression que le profil des utilisateurs a vraiment changé? Et est-ce que tu as l'impression en corollaire que le profil des intégrateurs a changé pour les accompagner dans les mêmes proportions? Alors, les intégrateurs, je pense qu'il y en a un certain nombre ici, des confrères. Je pense que pour la plupart, on a pris le virage. C'est-à-dire que pour la plupart, ça fait longtemps qu'on propose des solutions de communication unifiées. Et d'ailleurs, c'est ce qui a permis que dans nos propres parcs clients, le Covid n'a pas été trop impactant parce qu'on leur avait déjà mis en avance de phase ce type de solution. Et ceux qui étaient en réflexion chez nous ont plutôt dit, bon, bah, ok, on y va là parce que maintenant, il faut le faire. Par contre, en termes de profil des utilisateurs, je pense qu'il y a toujours eu, et on en revient à ce qu'on disait encore tout à l'heure, hein, il y a toujours eu des postes de travail ou des métiers où c'était plus facile d'aller sur le télétravail, et donc ces profils-là n'ont pas changé. Là où ça a changé la réflexion, c'est sur tous les pôles administratifs, que ce soit même les mairies. Hein. Nous, on a vu on a plus de 200 mairies, il y a eu une grosse vague dans les mairies il faut externaliser tout ça. Notamment aussi pour des conseils municipaux où il y avait besoin de pouvoir continuer à mener les conseils municipaux, mais à travers de la vidéoconférence. Là, il y a eu des vraies bascules du jour au lendemain où c'était absolument pas concevable par le passé et où il y a eu une vraie mutation. Et toute la complexité des entreprises et des administrations va être, comme tu le disais, de trouver l'équilibre dans tout ça, parce que on voit bien qu'il y a des travers quand même au télétravail, et notamment en matière de sécurité, et notamment en matière de dotation et de qualité des liens chez les particuliers. Donc là, il y a des vrais sujets que nous, on va devoir mener en tâche de fond. Fabrice, ça tombe bien, je crois que vous avez fait une grande étude sur les profils utilisateurs, sur les utilisateurs pour essayer de les qualifier, de les définir un petit peu. Il n'y a pas que le CDRT qui fait des études, hein. Rassure-nous. Donc nous, ça fait 10 ans effectivement qu'on fait une étude sur les profils utilisateurs, puisqu'on est au contact de l'utilisateur, on équipe l'utilisateur, et c'est une étude, ce qu'on appelle sur les personas, donc les différents profils utilisateurs que l'on fait depuis 10 ans, donc ça nous permet d'avoir un vrai recul. Et l'enseignement, enfin, donc on a fait une étude, la dernière étude qui est post-Covid. Donc ce que l'on voit, c'est que le nombre de profils mobile ou avec du travail à distance a complètement explosé, y compris sur des profils qui étaient historiquement très sédentaires. Tu parlais là sur les mairies, mais maintenant même dans les mairies, on fait du télétravail, et donc il faut qu'on ait les outils qui suivent. Donc il y a ce degré de mobilité qui a complètement explosé. Il y a cette multiplication des outils de communication aussi qui a été complètement explosé. On parle du mobile first, mais HP rachète Poly, c'est parce que aussi le PC est redevenu l'outil de communication principal. C'est-à-dire que le PC, il y aura bientôt plus de communication voix sur un PC que sur des téléphones. Donc c'est tout à fait l'avenir. Sur la part code d'équipement, tu vois, ça s'est complètement inversé. Donc le softphone, c'est devenu la base, alors qu'avant, ça ne l'était pas. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est effectivement, c'est pas anodin qu'on soit racheté par HP. Tu parlais tout à l'heure de la salle de réunion. La salle de réunion, avant, on vendait des codecs. Polycom en a vendu des millions pendant des années. Aujourd'hui, on vend des PC pour équiper effectivement des Zoom Rooms, etc. Donc qui tournent sur une base PC ou sur de l'Android, mais de plus en plus sur une base PC. Donc je dirais que le PC est redevenu l'outil de communication principal, donc, et que ce soit en télétravail ou au bureau,
avec effectivement le mobile qui est aussi l'outil qui nous suit partout, sans arrêt, 24 heures sur 24. Pour revenir au profil utilisateur, c'est vrai que c'est super important parce que effectivement, on n'est pas tous égaux, on ne travaille pas tous de la même façon. Il y a 50% des gens qui ne font pas de télétravail, mais qui de plus en plus utilisent des outils de collaboration. Parce que ce n'est pas parce qu'on on est dans un atelier qu'on ne discute pas avec le commercial qui est lui chez lui, enfin, ou qui est sur la route, et on va utiliser une solution de collaboration. Donc il faut aussi les équiper, on le voit aussi, les demandes d'équipement sont très fortes. Et puis, on voit aussi que ce travail hybride et ce niveau de mobilité qui a explosé fait naître des besoins différents sur l'équipement des solutions de visioconférence. Donc la visioconférence, il y a encore quelques années, tu l'as bien connu Frédéric, on équipait des salles de réunion point à point, on faisait communiquer des salles de réunion avec un réseau dédié, etc. Aujourd'hui, ça a complètement explosé. Donc les plateformes qui ont pris le dessus, effectivement, sont partout. Et on a toujours quelqu'un dans une réunion qui est à distance, qui est en déplacement, qui est depuis un tiers-lion, etc. Donc, cette notion-là est importante et aussi le besoin en équipement a complètement explosé. C'est-à-dire que si aujourd'hui, dans le monde, on a encore à peu près, il y a moins de 10% des salles de réunion qui sont équipées avec de l'audio et de la vidéo, alors que vous avez systématiquement des réunions aujourd'hui où vous avez quelqu'un qui est à distance, quelqu'un qui travaille chez lui, etc. etc. Donc le besoin, on a des clients qui nous disent, aujourd'hui, on a 10-15% des salles de réunion qui sont équipées avec de l'audio et de la vidéo. Nous, on ne veut pas que nos employés se posent la question de rentrer dans une salle de réunion et se dire « Ah oui, mais je ne peux pas l'appeler parce que… » etc. Ou ils le font depuis leur PC. Alors le PC, c'est formidable, mais ça ne fait pas tout. Et donc, en fait, ils ont des plans. Il y a beaucoup d'entreprises qui nous disent « Nous, notre objectif, c'est 100% des salles de réunion équipées avec de l'audio et de la vidéo. » Donc, c'est vraiment une tendance de fond sur le marché. Frédéric, je crois qu'il y a aussi de grosses différences en fonction des tailles d'entreprise, en fonction des demandes, des attentes. Déjà, dans certaines, il y a des DSI, dans d'autres, il n'y a pas de DSI. Oui, oui, alors ça c'est un critère qui est très important, mais avant, juste rebondir sur un point que vient de dire Fabrice et qu'on n'a pas évoqué et qui est en filigrane, c'est je pense l'importance cruciale qu'il était déjà, mais de l'interopérabilité entre les plateformes. C'est-à-dire que là encore, en mettant l'utilisateur au cœur du sujet, justement, ça ne doit pas être son sujet. Lui, ce dont il a besoin, c'est de collaborer, c'est de communiquer, et tout le reste, ça doit être transparent. Donc effectivement, on parlait tout à l'heure de compétition, donc il n'y a pas beaucoup de philanthropes, je pense, dans cette salle, mais pensons à nos clients, on se doit d'offrir des solutions qui sont transparentes. Alors bien évidemment, pour le client, ça doit être le plus simple possible, j'ai bien aimé ta formule, même si derrière, effectivement, c'est parfois extrêmement, extrêmement compliqué. Pour revenir à votre question, alors effectivement, les besoins sont très particuliers, enfin sont très les scénarios. D'ailleurs, je sais même pas s'il y a un client qui ressemble à un autre. Pour commencer par le commencement, c'est vrai qu'on a pas mal de clients plutôt dans le haut des pyramides qui sont. Alors, j'enfonce parfois des portes ouvertes, mais je me rends compte que souvent elles sont pas si ouvertes que ça. Où des clients sont multiplateformes. Parce que justement, il y a des typologies d'utilisateurs parfois très différentes dans les entreprises. Les besoins ne sont donc pas les mêmes, donc les plateformes ne sont pas les mêmes. D'accord. Et puis après, c'est vrai que quand on a tendance à descendre dans la pyramide, là, on est souvent avec des entreprises, déjà, effectivement, où il n'y a pas de DSI. Donc, d'où aussi l'importance du rôle de l'intégrateur qui, quelque part, joue le rôle de DSI. Mais aussi des entreprises qui sont plus agiles, plus ouvertes et qui sont faites ou plus aptes à prendre des décisions plus ambitieuses ou en tout cas encore au plus près de leurs besoins. Et qui sont peut-être plus dans une logique monoplateforme. Voilà, parce que donc voilà, oui, donc c'est vrai que c'est de ce fait-là, j'ai envie de dire en synthèse, la bonne nouvelle, c'est que il y a de la place pour tout le monde, je veux dire, que ce soit technologiquement ou pour nos partenaires intégrateurs, quelle que soit leur taille, leur profil, leur situation géographique. Bertrand, ça montre l'importance du cloud. L'objectif du cloud, c'était de mettre à disposition Tout à fait. Je pense que si on remonte quelques années en arrière, un des avantages ou une des conséquences du cloud, c'est de mettre à la disposition des PME des services qui auparavant étaient exclusivement réservés à des grandes ETI ou à des grands comptes qui pouvaient, je dirais, mettre les investissements nécessaires, faire du sur-mesure pour essayer d'unifier différents silos. Et je pense qu'on assiste aussi à
à une consolidation, en tout cas à un enchevêtrement de ces silos avec la téléphonie, la collaboration, la vidéo-collaboration et tout ce qui est la customer experience, la relation client, le contact center, selon comment on veut l'appeler et l'étendre. Et ces trois domaines sont en train de se regrouper plus ou moins. Et je pense que la martingale, c'est peut-être grâce au cloud, grâce au mobile, de rendre disponibles ces services aux PME, mais en s'adaptant à leurs usages, parce que les PME et toutes les entreprises ne sont vraiment pas au même niveau de besoins, d'évolution par rapport à leur secteur d'activité, par rapport à leurs équipes. Donc je pense qu'en gardant ça à l'esprit, je pense que les éditeurs de ces différents segments et les intégrateurs peuvent fournir la bonne proposition de valeur aux utilisateurs finaux. Frédéric, le cloud, oui, mais si j'ai bien compris, dans quelques années, on continuera encore à acheter des équipements hors cloud. Oui, alors ça baisse, hein, on l'a vu sur les statistiques, ça baisse. La partie on-premise descend doucement. Bon, cela dit, encore une fois, lorsqu'on va sur des verticaux particuliers qui sont des gros consommateurs en termes de licences, ils ne vont pas aller dans le cloud tout de suite. Les hôpitaux, par exemple, si je reviens sur la partie healthcare, voilà, on sait qu'ils ont d'autres enjeux. On a vu Versailles là, ce week-end. Il y a des clients qui vont sur des approches de cloud privé extrêmement privées, donc très cloisonnées. Et puis, il y a des clients qui resteront en on-site parce qu'il y a aussi un enjeu humain. Il y a un service entier qui est embarqué dans cette aventure-là, qui maintient ça et qui maintient le reste. Et donc, voilà, il y a aussi d'autres enjeux. Après, cette évolution, elle est douce et elle est différente en fonction des entreprises. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est qu'il faut comprendre quel est le meilleur chemin pour chacun de nos clients, en fait, puisqu'on parle des clients. Et il faut quand même se mettre ça en filigrane, parce que c'est important d'expliquer aux clients aujourd'hui, vous allez aller dans le cloud, 100% des clients vont aller dans le cloud. Et on pourrait dire qu'aujourd'hui, 100% des clients sont déjà dans le cloud. Ils ont au moins un Google Drive pour aller sauvegarder des données, au moins à titre perso. Donc, de toute façon, à partir du moment où on a un mobile, on est déjà dans le cloud. Et qui, vraiment, dans sa vie professionnelle et personnelle, étanchéifie vraiment dans son mobile ce que je fais sur la partie perso, ce que je fais sur la partie pro. Ça n'existe pas. Donc, en fait, l'entreprise, qu'elle le veuille ou non, est déjà dans le cloud. À quelle vitesse on va y aller? Quels sont les assets que j'ai déjà? Quels sont les investissements que j'ai réalisés? Et qu'est-ce que je veux pérenniser? Et puis, d'un pays à l'autre, alors c'est vrai que c'est très différent. En Europe, on est extrêmement fragmenté en termes de go-to-market. Et effectivement, entre la France et la Suède, le Portugal et l'Espagne, c'est pas du tout pareil. Ce qui n'est pas vrai aux US. Et pour travailler chez Mitel, je vois bien qu'il y a vraiment deux approches marketing qui sont complètement différentes entre le continent américain et l'Europe. Donc ça, c'est important. Et puis, en France, il y a un marché aussi qui est détenu par les gens qui sont dans la salle. Il y a des gros opérateurs, mais il y a tous ces opérateurs de services qui deviennent pour la plupart maintenant donc ce qu'on appelle des MSP, des Managed Service Providers, qui détiennent un parc, qui ne sont pas prêts de le lâcher, c'est quand même pour le coup leur asset, et la valeur, c'est eux qui l'amènent. Et pour une grande partie des clients qui sont derrière ces personnes-là, ces clients, ils sont chez eux parce qu'ils attendent un avis. Et la plupart du temps, l'avis qui est donné, il est retenu. Et ça, c'est extrêmement fort. Il faut comprendre ça parce qu'on peut imaginer que tout va bien se passer et on a un bon produit, le go-to-market est important et les gens par lesquels on passe nos produits, c'est majeur. Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'en ce moment, il y a un petit peu un effet de balancier après un suréquipement qui a été lié à la Covid, à la période de confinement? On est un petit peu avec le filaire qui se maintient, avec des choses comme ça. On n'est pas dans un petit effet de rattrapage, on va dire? Alors oui, je ne sais pas si on peut l'appeler rattrapage. Cela dit, alors pendant le Covid, effectivement, on n'a parlé que de softphonie. On a équipé à outrance toutes les personnes qui n'avaient pas de softphone et qui devaient travailler de partout. Ça a été le cas aussi sur des applis mobiles, etc. La vérité, c'est que voilà, tout le monde revient à peu près au bureau. Il y a des enjeux
sociaux qui sont aussi importants. Et donc, c'est important d'avoir aussi du poste de téléphone sur des bureaux. Alors, on va de plus en plus vers des postes qui sont de plus en plus haut de gamme. Ça, on le voit. Donc, le prix du poste, en fait, augmente. Ça coûte cher d'aller mettre de la téléphonie, d'un softphone sur un PC avec un casque. Tout ça, c'est bien, c'est important pour nous. On vend de la valeur. Mais la réalité, c'est que ça coûte très cher. Et ça coûte très cher, et en plus sur un temps qui est beaucoup plus court, plus difficile à maintenir. Donc il faut quand même se dire qu'on doit comprendre à qui on vend ça. Est-ce que les personnes vont vraiment utiliser ces fonctionnalités-là pour en faire finalement un client content? C'est ça le plus important. Alors après, il y a une incohérence dans tout ça. C'est que depuis qu'on vend de plus en plus de smartphones, d'applications sur smartphone, on vend de plus en plus de DECT. Vous vendez de plus en plus de DECT. Depuis qu'on vend de plus en plus de softphone, on vend de plus en plus de postes SIP. Donc, en fait, ce que l'on voit, c'est qu'il y a aussi un parc qui est à renouveler, puisqu'on est sur un marché de renouvellement, un parc à renouveler qui est extrêmement important. Le poste analogique, lui, est en train de vraiment baisser, mais il y a un parc qui est tellement énorme que ce parc-là, il va se répartir sur du poste SIP, sur de la softphonie, sur de l'application mobile, encore une fois, suivant les métiers. Donc on n'en est pas au bout de tout ce renouvellement, et on a, sur les 5 prochaines années, on le voit bien, on a des analyses qui sont extrêmement ambitieuses, et on a de quoi faire. Avant de passer aux conclusions, parce que ça va arriver vite. Oui, tu voulais dire quelque chose? Oui, juste, je partage l'avis de Frédéric sur la croissance même des téléphones IP, puisque j'ai vu que le nombre continue à augmenter, le nombre de postes IP vendus. En revanche, sur la tendance vers le cloud, je pense que c'est vraiment qu'une question de quand et quel cloud, mais tout sera dans le cloud. Alors, est-ce que ça sera des instances dédiées dans le cloud, ou du multi-instance, ou du multi-tenante? Bon, je jargonne un petit peu, mais quel type de solution dans le cloud et quel cloud? Cloud privé, cloud public, cloud hybride. Mais je pense que le on-prem, le bon vieux on-prem sur site va disparaître. Et comme illustration, on a un gros client en Finlande, Elisa, et il sert même les hôpitaux en tout mobile. Donc, alors, tout mobile ou des réseaux LTE de couverture dans les bâtiments, etc. Mais donc, une fois qu'on sert les hôpitaux, je pense qu'il n'y a plus beaucoup de sites. Il y aura peut-être de la défense, du secret défense ou des choses comme ça. Mais voilà, je pense que là, on y va. Damien, je voulais savoir comment tu reçois, toi, la pression des coûts, la pression des... quelles sont les décisions d'achat de tes clients, ou de migration de tes clients vers le cloud, ou vers des solutions que tu leur proposes d'intégrer? Déjà, pour aller vers le cloud, alors, je te rejoins, effectivement, ça va aller massivement là-dessus. On en revient aussi à, si on veut du cloud, il faut qu'il y ait une continuité dans la data, donc on en revient à la disparité du réseau, et au fait qu'il faut avoir des backups fonctionnels. Et pour la décision, il y a plusieurs choses. On a la chance quand même en Europe d'avoir des acteurs du cloud puissants qui donnent des alternatives aux GAFA. Je pense notamment à OVH et aux opérateurs de plateformes alternatives, ou à des intégrateurs qui décident de devenir hébergeurs pour pouvoir apporter une certaine souveraineté, et pour avoir une vraie visibilité de finalement où est-ce que part mon service. Et ça, pour le coup, pendant le Covid, ils ne se posaient pas la question. Ils étaient dans l'urgence, et ils mettaient tout chez Azure, chez Google, etc. Là, ça a bien changé. Et plus l'ANSSI émet des rapports, et plus ils se posent la question de où est-ce que je le mets, pourquoi, est-ce que finalement je ne mettrais pas un hyperviseur chez mon opérateur, chez qui j'ai déjà mon MPLS. Donc ça, ces réflexions-là commencent vraiment à émerger de plus en plus. Et nous, on a un vrai rôle à jouer là-dedans dans le conseil, en les avertissant bien sur où va partir la data et quels risques ils ont à, par exemple, faire de la téléphonie complètement en clair sur Internet, sans aucune protection ni rien. Donc là, il y a un vrai enjeu. Et au final, on arrive sur des modèles économiques où les ROI sont quand même encore très intéressants. Hein. Quand on part d'un gros Alcatel Oxeux pour aller vers un 3CX, nous, c'est ce qu'on travaille le plus. Je suis désolé, hein, mais typiquement, le ROI est là. Là où je rejoins pas forcément, c'est sur la partie device fixe, où nous, en tout cas sur le terrain, on a 1600 clients sur l'ensemble du territoire, avec des grosses ETI et des tout petits.
quasiment personne nous demande du fixe en dehors de segments historiquement habitués à ça, l'administratif, la santé, etc. Et sur la santé, pour le coup, il y a toujours du on-prem. Et là, je te rejoins parce que s'il n'y a pas d'Internet, les appels internes ils doivent fonctionner comme un hôtel. Un hôtel, quand il n'y a pas d'Internet, quand on appuie sur 9, on doit arriver à la réception, quoi qu'il arrive. Donc le on-prem, il va plutôt aller faire des marchés de niche, là où le cloud va répondre à on va dire, une grande partie. Mais les DEX phones, ils ont quand même encore un rôle à jouer. Le DECT, par contre, c'est vrai, nous, c'est pareil, on constate, hein, là, ça augmente bien, tout simplement parce qu'aujourd'hui, la qualité des applications mobiles n'est pas encore au niveau de ce qu'on connaissait en matière de qualité audio DECT. Et il y en a qui font la démarche d'aller vers du smartphone, en tout cas applicatif, hein. Je ne parle pas de la convergence fixe mobile où là on est sur du réseau haute définition, mais par contre sur l'applicatif, on a du retour vers le DEC parce qu'un smartphone ça casse plus facilement qu'un DEC, parce que la couverture du DEC c'est quand même assez simple à mettre en œuvre versus du Wi-Fi de bonne qualité, etc. Donc le DEC, je pense qu'il a encore quelques petites années devant lui. Ce qui est pas forcément. Je suis moins confiant pour la partie post-fixe. Le temps passe vite, on va être obligé d'arrêter, mais de toute façon, on pourra continuer après, au moment du cocktail, à discuter ensemble. Ce que je vous propose, c'est de prendre la parole chacun un petit instant pour une conclusion. Puisque tu as le micro, Frédéric, et que tu voulais parler, je te propose de faire une petite conclusion sur cette table ronde, si tu as un message que tu veux faire passer. La conclusion, c'est qu'il faut toujours voir le verre plein et pas le verre vide. Dans les annonces et dans le marché qui est devant nous, je pense que dans la salle, on a tout pour réussir. On a les talents qui vont bien, on a des entreprises qui ont vraiment pris le virage. Les entreprises qui savent embrasser toutes les demandes, en fait, tous les enjeux que demandent les clients aujourd'hui, c'est les entreprises qui vont réussir. Donc nous, on est là pour aider. Il y a cette notion d'intégrateur qui est extrêmement forte. La notion de partenaire, pour nous, on a toujours travaillé uniquement au travers de partenaires. Avec un petit scoop, on réorganise notre activité commerciale pour être encore plus aligné à nos partenaires, à nos canaux et aux verticaux de nos clients. C'est important aussi de faire évoluer nos équipes en fonction du marché et en fonction de ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain, la concentration qu'on a vue aussi. Fabrice, si tu veux nous dire un petit mot de conclusion. Écoutez, moi je vais finir en rebouclant avec ce que tu disais au début. L'utilisateur est au centre. Je crois que si on regarde ce qui s'est passé, il y a eu la révolution industrielle, des moyens de capacité, des capacités de production. Et on a encore la révolution numérique, digitale, qui continue de se mettre en place, mais elle commence à devenir plutôt assez mature. On le voit aujourd'hui, les solutions de communication fonctionnent bien. Donc je crois que la révolution, il ne faut pas sous-estimer ce qui est en train de se passer, qui est un changement profond de nos façons de travailler et d'organiser nos entreprises. Et on le voit, les jeunes générations qui arrivent ne fonctionnent pas comme nous, on travaille aujourd'hui. Ils ont des attentes extrêmement différentes. Et il faut bien se dire que tous ces outils technologiques que l'on donne à disposition doivent servir l'humain et doivent servir nos nouvelles façons de travailler. Merci. Bertrand ? Oui, je vais répéter un point qui est que la transformation du domaine, la transformation très importante, la recomposition des 3 domaines que j'ai mentionnés, la téléphonie, la vidéocollaboration et la relation client au centre contact, avec le cloud et la mobilité, transforme violemment, quelque part, nos écosystèmes. Et je pense que c'est très important, en tant qu'intégrateur et en tant que fournisseur de services, de choisir les partenaires qui partagent des valeurs, qui partagent de la proximité et des capacités technologiques qui vous permettent d'accompagner vos clients finaux, de créer de la différenciation, de garder la maîtrise de la facturation et la promotion de vos marques pour afficher de la valeur auprès de ses clients dans la durée. La vie est longue et il faut penser au lendemain. Merci. Frédéric, pensons au lendemain. Oui, tout à fait. Non, déjà, on va passer à demain déjà. Non, mais en conclusion, ce qui a été dit, je pense en filigrane, c'est que, il y a un consensus général, c'est que ce monde est en ébullition. Et comme l'a dit Fabrice, j'aime bien cette image de révolution industrielle. Et quelque part, à notre niveau, je pense que dans
dans la façon de communiquer, c'est une forme de révolution industrielle qu'on est en train de vivre. Et comme je suis un amoureux commerçant, je me dis que dans toute révolution industrielle, il y a forcément beaucoup de business à développer. Il y a une autre chose très juste qui a été dite, c'est que les acteurs du succès, ils sont à l'évidence dans cette salle. Quel que soit son métier, c'est nous qui ferons en sorte que ça marche ou que ça ne marche pas. Donc, on va s'efforcer de faire en sorte que ça fonctionne. Et le dernier point que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il faut embrasser le changement. Et j'ai envie de dire que c'est valable pour tout le monde. C'est valable pour nous, éditeurs. C'est valable pour les clients. Donc, c'est là où ils ont besoin de vous et de vos conseils pour embrasser le changement. Et puis, nous, on a besoin de vous aussi pour embrasser le changement. Parce que vous aussi, ça veut dire que parfois, faut réorganiser vos entreprises. Faut admettre ces changements de technologie. Parfois, c'est ces changements un peu brutaux, mais qui sont malheureusement aussi la réalité du business et de ce dont ont besoin nos clients. Donc, pour être vraiment positif, en 2 mots, je pense que vraiment cette période est une fabuleuse opportunité business pour nous tous. Damien, le mot de la fin est pour toi. Merci. Moi, je vais reprendre un petit peu la synthèse de tout ça, mais avec la vue intégrateur. Par rapport au baromètre, moi, je suis convaincu qu'on peut faire de la croissance à 2 chiffres. C'est évident. Si on arrive justement à aller sur les différents crans de diversification des métiers où on est vraiment attendu par les clients. Et là-dessus, je pense qu'en plus, au sein du CDRT et même globalement dans le marché, il y a une vraie bienveillance. C'est-à-dire qu'on travaille avec des partenaires qui sont bienveillants avec nous, qui cherchent à pousser le marché. On a des éditeurs de solutions qui cherchent à trouver les bonnes solutions et qui veulent parler métier comme nous, on parle métier depuis des années. Donc ça, c'est bien que les éditeurs soient vraiment mis là-dedans. Ce n'était pas forcément le cas il y a 10 ans. Donc là, c'est bien maintenant qu'on soit vraiment sur les mêmes thématiques. Et puis même au niveau des acteurs du cloud, des opérateurs d'opérateurs, ou même entre intégrateurs, il y a une vraie entraide là-dedans et on ne trouve pas ça dans tous les corps de métier. Donc on a effectivement tout pour réussir et de faire une belle croissance avec des belles opportunités. Je vous remercie tous les 5 d'avoir déjà passé beaucoup de temps avec moi pour préparer et d'être venus pour cette table ronde devant vos collègues, devant vos pairs. Merci. Merci beaucoup. Merci.